Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau cours. Veuillez prendre une nouvelle feuille et noter le titre que vous avez sur la pièce jointe qui était dans Pronote, c'est-à-dire le théâtre, une parole en action. Vous notez également le numéro de la séance et le titre. Et vous aurez des éléments de cours à noter au fur et à mesure du diaporama. Alors, nous allons étudier Antigone de Jean Anouilh. Vous avez quelques éléments de biographie de Jean Anouilh qui sont à noter au début de votre cours sur la gauche de cette diapo. Je commence par vous lire une citation de Jean Anouilh lui-même au sujet de sa pièce. L'Antigone de Sophocle, lue et relue et que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges. Je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. Si vous regardez les indications biographiques, vous voyez que, effectivement, Antigone a été écrite en 1941-42 et représentée en 1944, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où la France est occupée par l'armée allemande et sous le contrôle des nazis. Les petites affiches rouges dont parle Jean Anouilh étaient des affiches de propagande allemande qui dénonçaient les résistants et demandaient à la population de les dénoncer, de les livrer aux occupants. Jean Anouilh n'invente pas sa pièce. Vous voyez qu'il part de la pièce de Sophocle, une Antigone de Sophocle. Si vous vous souvenez bien, Sophocle est un dramaturge grec du 5e siècle avant notre ère dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo de présentation du théâtre. Sophocle lui-même reprenait le mythe grec de la famille des Labdacides, une famille maudite dont je vous résumerai l'histoire dans une autre vidéo. L'action, comme dans la pièce originelle de Sophocle, est centrée sur la rébellion d'Antigone face à un pouvoir autoritaire qu'elle récuse. Vous voyez que Jean Anouilh dit qu'il l'a réécrite en résonance avec la tragédie qu'il était alors, comme tous les Français, en train de vivre, c'est-à-dire en résonance avec le drame de la guerre et de l'occupation. Vous penserez, lors de notre étude de la pièce, au personnage de tyran que nous avons étudié avant les vacances, également. Avant toute chose, étudions la didascalie initiale. Je vous rappelle que les didascalies sont des indications scéniques. Cela vient du verbe grec didaskein qui signifie enseigner. Les didascalies indiquent donc aux metteurs en scène, aux acteurs, à tous ceux qui contribuent à monter une pièce, comment le texte doit être montré, puisque le théâtre est un art vivant, un art du spectacle. Nous avons, dans le tableau que je vous ai mis, d'un côté la liste des personnages. Les personnages principaux ont leur nom et une indication familiale. Pour les personnages secondaires, nous avons leur seule fonction. De l'autre côté du tableau, vous avez des indications pour le décor, c'est-à-dire pour le plateau, et la position des personnages. Vous voyez qu'il y a très peu d'indications. Anouilh demande seulement 3 portes semblables. Il n'y a non plus aucune indication sur les costumes des personnages. En revanche, nous voyons qu'un personnage se détache, il s'agit du prologue. Alors, si vous avez lu votre cours avant de venir regarder cette vidéo, vous avez déjà des éléments sur le prologue. Le prologue, c'est plusieurs choses. C'est le texte que nous étudions aujourd'hui. Et dans cette pièce, c'est un personnage. Je vous rappelle le sens étymologique du mot prologos, le discours avant la pièce. Donc ça, c'est le sens premier. Mais il y a aussi un sens détourné, puisque ici, ce discours est incarné. Il est devenu un personnage, celui que je vous indique par une flèche à droite de cette diapo. L'image que vous avez est tirée de la mise en scène de Nicolas Briançon que nous allons étudier. Prenez votre fiche maintenant si vous avez pu l'imprimer et sinon, prenez votre cours. Alors, que trouve-t-on dans un prologue ? Si
Si vous avez fait ce que je vous avais demandé, c'est-à-dire que vous avez déjà lu le prologue et vous avez regardé les 7 minutes 40 de la captation de la mise en scène de Nicolas Briançon, vous avez déjà des éléments de réponse. Alors, nous allons voir si ce prologue tient le rôle de scène d'exposition, puisqu'il arrive avant la pièce, il serait logique qu'il donne tous les éléments de compréhension. Je ne vous lis pas le texte, puisque vous êtes censé le connaître déjà. Alors, tout d'abord, le prologue permet de fixer le cadre spatio-temporel de la pièce, c'est-à-dire où et quand va se dérouler l'action. La scène se déroule à Thèbes, une ville de Grèce, dans les temps mythologiques, puisqu'il est question du règne d'Œdipe et de ses fils. Le lever de rideau se fera plus précisément sur une aube grise et livide, c'est une citation du texte, c'est-à-dire un petit matin triste, ce qui va donner une ambiance au début de la pièce. Je vous ai dit qu'il y avait peu d'indications dans la didascalie initiale. Cependant, si nous lisons le prologue, nous allons voir que dans ce long monologue, tenu par le prologue incarné donc, nous trouvons de nombreuses didascalies internes, c'est-à-dire des indications qui sont mélangées au texte même de la réplique. Et à ce moment-là, nous trouvons des indications sur l'apparence des personnages, c'est-à-dire la manière dont les acteurs vont devoir se tenir et puis le physique de ces acteurs eux-mêmes. Je ne vais pas vous lire l'intégralité du tableau. Vous pouvez reporter les indications dans celui que vous avez sur votre fiche. On voit tout de suite une opposition tranchée entre les deux sœurs, Antigone et Ismène. On a une petite maigre noiraude, une blonde, qui est caractérisée par son bonheur. Elle est qualifiée comme l'heureuse Ismène, tandis que sa sœur est renfermée. Un aspect qui montre aussi que cette pièce est une tragédie et que tout est déjà écrit avant le début de la pièce. Cela se voit à la notation pour Antigone. Elle aurait bien aimé vivre. Puisqu'elle aurait bien aimé vivre, ce qui est un conditionnel passé, cela prouve bien qu'elle ne va pas vivre. Son destin est déjà fixé et elle le sait. Antigone et Aimon, les amoureux, vont mourir. Et certains personnages, en tout cas, sont déjà au courant. Rien ne pourra empêcher le destin. C'est bien pour cela que nous sommes dans une tragédie. On voit que deux personnages se détachent et se trouvent réunis par un point commun. Ce qu'ils vont devoir faire va à l'encontre de ce qu'ils voudraient ou aimeraient. Il s'agit d'Antigone et Créon. On a déjà dit qu'elle aurait bien aimé vivre et on apprend que Créon aimait bien la musique, les belles reliures, les longues flâneries. C'était donc un personnage plutôt poétique, calme, contemplatif. Et il va se retrouver à être obligé d'agir dans un sens qui lui déplaît. Si nous occupons des personnages secondaires, ils n'ont pas de nom, ils sont réduits à leur fonction. Ils sont caractérisés par leur impuissance. Le page ou le messager ne pourront rien faire pour aider les personnages principaux. Ou bien, pour les gardes, ils ne pensent pas et ils obéissent sans réfléchir. Pensez bien à ce que nous avons étudié jusque-là dans l'année sur les personnages face au régime tyrannique ou totalitaire. Par exemple, pensez aux deux personnages principaux de la nouvelle Matin Brun. Vous ferez évidemment aussi le lien avec le contexte historique de l'occupation, puisque je vous ai dit que les petites affiches rouges dont il était question étaient des affiches qui dénonçaient et qui encourageaient la population à livrer les résistants. Si nous nous occupons maintenant des protagonistes, je vous rappelle que le mot protagoniste vient du grec agone, qui signifie affrontement, combat. Les deux personnages que nous avons déjà vus se détacher, c'est-à-dire Créon et Antigone, vont s'affronter. On peut donc classer les autres personnages en deux clans autour de chacun des protagonistes.
le clan Créon, que j'ai mis à gauche, qui va faire appliquer la loi. Quelle est cette loi? Celle que Créon lui-même a promulguée, qui condamne Polynice, que je vous ai mis dans le coin en haut à droite en orange. Donc Polynice est considéré comme un traître et il est condamné à ne pas être enterré selon le rite. De l'autre côté, vous avez le clan Antigone. Le clan Antigone est moins nombreux puisqu'en fait vous voyez que dans son côté il y a 3 morts, les 3 personnages qui sont en jaune orangé. Ce clan est constitué en gros par sa famille. Mais dans cette famille, Oedipe et ses fils ne sont pas une aide pour Antigone, ils sont même la cause du problème. Il y a également la nourrice, mais dans l'Antiquité, les nourrices faisaient partie de la famille. Entre les deux camps, vous avez le personnage Démon, qui est à la fois le fils de Créon et le fiancé d'Antigone. Il est donc tiraillé entre 2 fidélités. Dans les personnages, nous avons également les absents. Les absents sont en fait les vrais coupables, ceux qui sont poursuivis par la malédiction des Labdacides. Ce sont 3 hommes, Oedipe et ses fils, qui ont été en tout cas poussés par le goût du pouvoir et qui ont succombé à la violence. Oedipe a tué son père, ses fils se sont entretués. Avec ces personnages, nous sommes dans le domaine de la mythologie et donc nous sommes bien dans les critères distinctifs de la tragédie. Après avoir lu et entendu ce prologue, nous pouvons donc en tirer quelques éléments de bilan. Tout d'abord, nous sommes bien sûrs que nous sommes dans une pièce de théâtre, puisque le texte, comme vous l'avez vu dans la captation vidéo, est entièrement dit. Que cependant, nous avons pu voir qu'il y avait des indications qui permettaient de mettre en scène, c'est-à-dire des didascalies. Dans le texte lui-même, on parle de lever de rideau qui doit se faire donc sur une aube triste. Nous avons des personnages. Ces personnages vont se regrouper autour des 2 protagonistes. Et ces protagonistes vont pouvoir, comme leur nom l'indique, s'affronter autour de la notion de pouvoir. Si ces personnages se regroupent, c'est parce qu'ils sont pour certains liés par des liens du sang, donc des fidélités très fortes. Et nous savons également que pour certains de ces personnages, la fonction qu'ils remplissent va prendre le pas sur ce qu'ils sont véritablement. Enfin, nous avons des thèmes, le pouvoir et la royauté, l'amour, la mort. Nous sommes donc, bien évidemment, dans une tragédie. J'espère que cela vous aura donné envie de lire la suite. Je vous remercie, nous nous retrouverons bientôt.